Isabelle, merci beaucoup de nous recevoir ici dans un décor idyllique. Je pense que c'est le terme approprié pour venir nous parler nous parler de ta maison d'édition, Liroli, que tu as depuis une quinzaine d'années maintenant, en fait. J'ai créé Liroli en mai 2005, ça va faire 16 ans. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion, en fait, de partir une maison d'édition spécialisée dans le poème court? Alors, au départ, ce n'était pas spécialisé dans le poème court. J'aimais les formes courtes et j'aimais les nouvelles. Liroli a démarré par des nouvelles d'auteurs. Et ce n'est que plus tard qu'elle se spécialise dans le haïku par goût personnel et par aussi un peu le lien que j'ai avec l'association francophone de haïku. C'était naturellement une spécialisation qui correspondait aussi, il faut dire, à une niche économique, c'est vrai, quelque chose que d'autres ne faisaient pas et qui permettait que je me différencie en quelque sorte. Tu as vu qu'il y avait le haïku qui se faisait, que c'était plus ou moins exploré comme genre littéraire en France. Et donc, tu as décidé d'investir le domaine du haïku par le biais de la maison d'édition. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est moi qui découvre le haïku en 2004, qui commence à en écrire. D'abord, je commence à en lire, bien sûr, des japonais traduits en français. Ensuite, je me suis mise à en écrire. Et au bout d'1 an à peu près d'écriture et de transmission de ce goût, de découverte dans d'autres langues, je me suis dit ce serait merveilleux d'en publier. Mais c'est venu de façon naturelle parce que j'aimais le haïku. D'après toi, qu'est-ce qui explique justement cette curiosité-là particulière pour le haïku par rapport à un genre comme la nouvelle qui a quand même déjà ses lettres de noblesse en France? Alors il y a plusieurs choses. Le goût du Japon qui est assez... c'est un peu quelque chose qui se vit depuis quelques années, qui revient périodiquement en France déjà depuis le début du XXe siècle. Il y a eu cette vague japonisante qui a aussi fait connaître le haïku en France au tout début, c'est autour de la Première Guerre mondiale. OK, fait que ça part de si tôt que ça. Exactement. Julien Vaucans a écrit des haïkus dans les tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait rencontré le genre haïku et c'est lui qui a démarré. Les premières publications démarrent à ce moment-là. Et il n'y a pas que cela, il y a aussi le goût pour l'instant présent vécu intensément, la possibilité de s'exprimer également en quelques mots de façon concise et que l'on peut transmettre à un lecteur ou à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. On peut transmettre le haïku maintenant très facilement. Mais le livre reste pour moi quelque chose qui recueille au mieux cette forme. Et tout de suite, assez vite, après une année de tentatives autour de la nouvelle, voilà que j'ai décidé de plutôt explorer cette voie-là, en même temps que moi-même je découvrais des auteurs du monde entier. Tantôt, tu as parlé tu as évoqué un peu ton rapport au temps. Non seulement le temps de lecture, que le haïku commande une temporalité de lecture qui n'est pas la même que celle du roman, par exemple, ou de la nouvelle même. Le haïku, la forme très très courte, qui commande une temporalité de lecture différente. La correspondance à la main qui en commande une toute autre aussi. Est-ce que tu prends en considération dans ta démarche éditoriale ce rapport-là très particulier au temps? Comment tu expliques ça? Je trouve qu'un livre de haïku ne vieillit pas. C'est une autre façon de percevoir effectivement les choses, puisque on écrit dans l'instant présent, mais on a parfois un haïku qui nous trotte dans la tête pendant une semaine parce qu'on l'a lu et on va vivre quelque chose qui nous fait penser à ce texte, et ce texte va nous donner envie de vivre des choses. Donc c'est un va-et-vient permanent, on picore et on expérimente la vie, le texte nous emmène tout de suite dehors, on a envie de sortir pour aller expérimenter avec ses sens quelque chose que l'on vient de lire. Et puis ça peut rebondir comme ça si d'aventure on lit une traduction par exemple dans une autre langue. J'aime beaucoup les langues étrangères. Et ça ajoute une dimension à ce genre poétique. Je trouve que c'est une pépite littéraire. C'est vraiment une passion et on peut faire autour de cette pépite, on peut écrire un texte en prose, on peut inventer une histoire.
C'est sans fin. J'aimerais savoir, toi, en tant que personne, mais en tant qu'éditrice aussi, quelle définition tu donnerais à la sauvagerie? La sauvagerie, Ou les mondes sauvages? le monde sauvage. Alors moi, C'est quoi pour toi un monde sauvage? un monde sauvage, c'est amusant parce que quand tu m'as dit que tu viendrais ici, tu m'as dit choisis ton livre le plus sauvage à présenter. Waouh! Alors, monde sauvage, c'est déjà dans ta vie, c'est comment tu vis. Bon, moi, je sais que j'aime dormir à la belle étoile, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça a à voir avec ça. Moi, j'aime ne pas obéir à ce qu'on me demande de faire. Je suis professionnelle, mais à côté de ça, j'ai une vie parallèle où je me sens complètement libre. Alors, je ne sais pas si sauvage a à voir avec libre, mais pour moi, c'est expérimenter les choses dans la nature, dormir dehors avec, voilà, sous les étoiles, marcher tous les jours, être dehors. Et je crois que dans Sauvage, il y a ça. C'est d'une part ne pas être là où on m'attend complètement, bah, sinon je ne me surprendrai pas moi-même. Et je pense que c'est le plus important, c'est que je me surprenne. Je surprenne les autres, mais aussi moi. Et aussi cette proximité avec quelque chose de fondamental. Est-ce que ça vient aussi de l'écriture quotidienne où on va fouiller dans ses propres émotions? Enfin, j'aime beaucoup cette idée de vie sauvage. J'ai l'impression qu'en tant qu'éditrice, je suis dans une forêt et que j'ai toujours aimé les aventures. Quand j'étais petite, en Espagne, il fallait toujours que je vive des aventures. Je me cachais dans l'école, j'étais dans une école religieuse, en uniforme, il fallait que je me planque et que je fasse des bêtises et qu'on me cherche et que je me perde. Et quand je voyageais ensuite adolescente, par exemple en Amérique, il fallait que je me perde. Je ne savais pas où j'allais. Il m'est arrivé de prendre l'avion pour aller atterrir à New York à 2 heures du matin et de dire à la cantonade dans le bus qui menait au centre-ville, est-ce que quelqu'un sait où est-ce que je peux loger cette nuit? Et j'avais 17 ans. Donc j'aimais vivre comme ça. Et je crois que l'édition est une suite de ça. Effectivement, de ne pas savoir où tu vas, mais d'y aller, quoi. Avec une espèce de plaisir de l'inconnu. Ouais. C'est vrai, c'est sauvage. Tout ce que tu viens de mentionner là, il y a un fil conducteur très ténu, mais qui est là, que ce soit depuis l'école religieuse, que ce soit le fait de vouloir sortir dehors, que ce soit par le fait de devoir sortir pour dormir dehors, que ce soit par le fait aussi d'arriver à New York, de monter dans un autobus puis de demander à tout le monde où est-ce que je peux dormir cette nuit. Il y a l'idée de, comme tu dis, de ne pas être là où on t'attend. C'est-à-dire, il y a l'idée d'une résistance aussi, de ne pas faire les choses telles qu'on les fait de manière ordinaire ou par norme ou de la manière attendue. Et je trouve que ça se rejoint tout à fait dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Tu y viens, tu parles de cohérence, puis on parlait un peu de résistance, de faire un peu en dehors des sentiers battus, mais cette cohérence-là, ça ne signifie pas non plus une déconnexion non plus complète par rapport au monde qui nous entoure. Puis le titre que tu as publié qui, à mon sens, illustre peut-être un peu le mieux ça, c'est celui-ci, Un haïku pour le climat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de celui-là? Oui. C'est une coédition, donc l'IROLI, Association francophone de haïku, avec qui je travaille depuis longtemps comme membre. Je fais partie du comité d'administration, et le CLER, Réseau pour la transition énergétique, donc un organisme qui vraiment met tout en œuvre pour que le climat on puisse être encore plus conscient de tous les enjeux et de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, jour le jour, etc. Le haïku est le format idéal pour parler de ça parce que déjà très économique, très écologique, si petit. Pas de bavardage. Et puis, c'est le poème qui parle du brin d'herbe. Et je trouve que parler d'un brin d'herbe, c'est déjà résister. On n'a pas besoin de faire un grand discours politique si on est attentif à quelque chose de minuscule,
si on est attentif à ce qu'on appelait une mauvaise herbe, et finalement ce n'est pas une mauvaise herbe parce que l'abeille vient d'aller butiner la toute petite grain de pollen là. Tu te dis mais c'est ça à résister, c'est d'être là où tu dois être. Et ce livre, effectivement, réunit des textes très très différents, des haïkus qui sont traditionnellement, on va dire, plus classiques et d'autres qui sont plus pamphlétaires. Il y a aussi des tercets, voilà. Il y a des choses plus poétiques, d'autres plus proches du tercet, d'autres qui sont humoristiques. Et là, chacun peut trouver son compte, hein. C'est ça qui est intéressant. Celui-ci, c'est une jeune fille, je l'ai su après parce qu'ils avaient été choisis anonymement. Une feuille tombe de l'arbre, les émotions reviennent, la haine m'échappe. Une feuille tombe de l'arbre, les émotions reviennent, la haine m'échappe. Là, chacun peut voir des choses très différentes. Même la troisième ligne, la haine m'échappe, on ne sait pas si c'est... À la vue de la feuille, ou si la feuille, c'est la haine qui tombe. Ou alors que la haine m'échappe, ça veut dire que je ne la comprends pas. Dans le sens, ça m'échappe, je ne comprends Ah pas. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois tomber une feuille, ça peut te ramener très loin. Et tout le monde voit tomber des feuilles. Mais qui s'arrête à regarder? Qui s'arrête, qui prend le temps justement de regarder la feuille tomber? Il y a de très belles choses. Isabelle, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était un super bel échange. Au plaisir. Merci Clarence. Merci à toi et à vous.